Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation du logiciel calcul frigorifique. Donc je vais vous montrer un petit peu comment utiliser ce logiciel à travers un exemple. Alors d'abord on va faire une rappel de présentation. Donc vous avez sur une partie centrale qui est ici 5 onglets, caractéristiques générales, parois, apport thermique toute chambre, apport thermique chambre négative et produits stockés. On va voir après l'utilisation de chaque onglet. Sur la droite, vous avez un certain nombre de boutons. Donc en fait, fichier qui va aller nous permettre d'aller chercher dans le fichier data des données que l'on a sauvegardées d'une précédente affaire. Donc là, comme je n'ai pas écrit d'affaire, je n'ai rien. Sauvegarder, ça va être effectivement pour sauvegarder les données que l'on va avoir rentrées dans le fichier, dans le logiciel. Ça, c'est pour nous permettre de sauvegarder l'affaire. Donc de ne pas avoir à chaque fois rentrer toutes les données. Le bouton calcul, une fois que vous avez rentré toutes les données, vous cliquez sur le bouton calcul pour lancer le calcul et pour voir les résultats. Éditer, ça c'est pour éditer un note de calcul. À propos, ça va nous permettre de voir quelle est la version du logiciel utilisé, donc calcul frigorifique et version 2.0. La configuration, ça va nous permettre de voir la configuration du logiciel, c'est-à-dire des éléments qui vont être communs à toutes les affaires que l'on va créer à partir de ce logiciel, avec deux onglets, un onglet général et un onglet données générales. Alors, l'onglet général, il va définir plusieurs éléments. D'abord, le répertoire de sauvegarde des notes de calcul. Soit c'est le répertoire par défaut, et vous l'avez ici, c'est user, PED, etc. Soit vous le voulez dans un répertoire personnalisé, et à ce moment-là, vous allez faire ça et modifier. Et là, donc, vous allez sauvegarder vos notes de calcul dans un répertoire particulier. Voilà. Vous avez auprès aussi le répertoire de sauvegarde des fichiers de données. Donc là aussi c'est pareil. Est-ce que c'est le répertoire par défaut que vous propose le logiciel et vous l'avez ici, soit c'est un répertoire personnalisé et à ce moment-là vous le rentrerez ici. Après le rédacteur, donc celui qui fait la note de calcul, le chantier, chambre froide 1, le lecteur PDF, mais ça c'est pas efficient pour le moment, et enfin le choix de l'éditeur pour l'affichage de la note de calcul, soit c'est l'éditeur interne au logiciel, soit c'est Word de Microsoft, vous choisissez l'un ou l'autre. Voilà. Et enfin, l'aide. Donc l'aide, c'est le fichier, c'est le manuel d'utilisation du logiciel. Donc je clique dessus et effectivement, le voilà qui apparaît. Et en fait, je vais vous présenter le logiciel de calcul d'installation frigorifique. Donc vous voyez qu'il fait quand même 50 pages avec pas mal d'éléments qui définissent par exemple l'onglet parois, comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, vous voyez que c'est interactif. Et on va utiliser en fait l'exemple numéro 5. Voilà, qui est en fait une chambre froide négative, qui est tirée en fait d'une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous avez les références ici, et on va effectivement à partir de ces données voir l'utilisation de ce logiciel. Voilà. Donc on revient au départ. Donc, on va d'abord démarrer par l'onglet numéro 1. Alors, l'onglet numéro 1, première importance, effectivement, de savoir si vous êtes dans une chambre froide positive ou chambre froide négative. Si vous êtes dans une chambre froide positive, vous allez voir que dans les produits stockés, on a besoin uniquement que de la température de produit d'entrée et de la chaleur massique avant congélation. Les autres données, on n'en a pas besoin. Par contre, si vous êtes dans une chambre froide négative, là, vous allez voir qu'effectivement, on va vous demander la chaleur massique après congélation, excusez-moi, la chaleur latente, la température de congélation des produits, etc. Donc, vous voyez que le nombre de données va être un petit peu plus importante. Il est pareil aussi que sur l'apport thermique, chambre froide négative, vous voyez, on va devoir renseigner tous ces items-là, alors que si je me place dans une chambre froide positive, voilà, vous voyez que les champs de texte sont grisés, je ne peux pas y accéder dessus parce qu'effectivement, ça n'a pas d'utilité pour une chambre froide positive. Donc, nous allons donc nous mettre dans le cadre de l'exemple numéro 5, qui me dit, voilà, on va se mettre un petit peu comme ça, décalé. Alors, donc on est dans une chambre froide négative, moins 25 degrés. Donc du coup, voilà. Elle me sert pour le stockage épinard, c'est ici. Donc on va mettre référence
de la chambre froide, stockage épinard. Voilà. La température intérieure de la chambre froide, ben, c'est du moins 25 degrés. Donc effectivement ici je peux mettre. Alors je peux mettre 25 ou moins 25. 25. 25 degrés, puisqu'en fait j'ai le moins qui est devant. L'humidité relative, ça on s'en fout. Pour une chambre froide négative. Bon, pour le moment, cette partie-là d'ailleurs n'est pas utilisable dans le logiciel. Ça ne changera rien si vous mettez des choses différentes. Bon, à la rigueur, ça va vous servir comme aide-mémoire, mais pour le moment, le logiciel, ce sera dans une future version où on pourra effectivement l'utiliser. Le nombre d'heures souhaitées de fonctionnement du groupe de condensation. Donc du coup, l'exemple nous demande, voilà, on aura un peu plus de place, 14 heures par jour. Donc du coup, ben, on va mettre ici 14 heures. Donc ici, alors c'est le nombre d'heures. Alors, dernier item à renseigner sur le premier onglet. On a soit calcul détaillé des apports thermiques, soit calcul des apports thermiques par classification de service. Alors, si vous restez là-dessus, vous allez devoir renseigner les apports thermiques toute chambre, donc ces apports thermiques là et ces apports thermiques là. Si vous êtes dans le cadre vraiment très très général, vous savez pas trop, vous avez peu d'informations, etc. À ce moment-là, vous pouvez, plutôt que de vous embêter à devoir renseigner ces onglets 3 et 4, vous pouvez passer par le calcul des apports thermiques par classification de service. Vous avez 3 items, service faible, service normal et service fort. Et en fait, ces apports thermiques seront un pourcentage de la perte par paroi, bon, en général. Et ça, on va le retrouver dans la configuration. Données générales pour le calcul photographique. Voilà, valeur de service. Service faible, ça sera 10% des apports thermiques des déperditions thermiques par les parois. Le service courant, ce sera 15% des déperditions thermiques par les parois. Et service fort, ce sera 25%. Bon, c'est une notion qu'on retrouve dans la littérature. Vous le retrouverez dans l'aide si vous avez quelques soucis. Sinon, ben, après, il faut regarder un petit peu dans la littérature ce qui correspond. Vous avez aussi la possibilité, si vous estimez que les services forts, c'est pas 25%, mais c'est 30%, vous mettez ici, par exemple, 35%. Et oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez le sauvegarder. Bon. Si vous voulez, pour sortir de cet élément, vous faites annuler ou vous cliquez. Par contre, si vous voulez sauvegarder, vous faites cliquer sauvegarder et vous allez garder ces 35%. Voilà. Donc moi, j'annule, ça ne m'intéresse pas. Et donc du coup, je vais, par contre, comme je veux avoir un calcul détaillé des apports thermiques, parce que je sais comment va être installée ma chambre froide négative, donc du coup, je vais garder calcul détaillé des apports thermiques. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, et là j'ai renseigné mon premier onglet. On va passer à notre deuxième onglet qui sont les parois. On va déterminer à travers cet onglet quelles sont les caractéristiques des parois, et donc ça va permettre de déterminer, de calculer les déperditions thermiques à travers les parois. Pour cela, nous avons donc, alors on va commencer par les parois latérales, après le plafond et après le sol. Pour les parois latérales, pour le plafond, on nous dit qu'on a parois verticales constituées de panneaux sandwich de tôle galvanisée plus alumine isolante en mousse polyuréthane haute densité de 150 mm d'épaisseur. Un coefficient de conductivité thermique de l'isolant de lambda égale 0,023, puisqu'en fait l'auteur prend en fait un coefficient de transmission de 0,59 watts par mètre carré degré d'écart. Voilà. La température des locaux adjacents et du volume du plafond, c'est plus 30 degrés. Voilà. Donc du coup, alors, donc après, voilà, donc on va renseigner ces données ici dans les parois latérales. Vous pouvez avoir, en fait, vous pouvez être amené à renseigner plusieurs parois. C'est pour ça que du coup, vous avez, là, vous avez paroi numéro 1. Si vous avez qu'un seul type de paroi, ben vous aurez paroi numéro 1. Si par contre vous avez plusieurs types de parois, ça peut arriver si par exemple vous avez des parois qui donnent sur des locaux de température différentes, ben à ce moment-là vous renseignerez, vous mettrez deux parois, une avec une température extérieure de plus 30 et une autre avec une température extérieure de plus 10. Voilà. Donc là, dans mon cas de figure, j'ai une surface de mur de 50,4, donc 50,4.
Le calcul de U, alors, soit effectivement je connais le coefficient U et je peux le renseigner directement, soit je ne le connais pas, et à ce moment-là je vais faire appel au calcul de U. Voilà. Donc, nombre de couches à renseigner, en fait, j'en ai qu'une, c'est facile. L'épaisseur, j'ai 150 mm, et j'ai le coefficient de conductivité thermique de 0,023, c'était ce coefficient-là. Et du coup, je vais mettre 0,023. Voilà. Et je vais lui demander de me calculer U. Voilà, paroi verticale, donc c'est bien un mur, et avec un flux horizontal. Donc du coup, il marque, j'ai donc deux coefficients U, 0,151 face externe ventilée type passage local ouvert, ou U 0,149 face externe non ventilée type local fermé. Donc si par exemple votre chambre froide est adjacente à un local qui est rarement ouvert, qui ne donne pas sur l'extérieur, ben à ce moment-là, du coup, vous aurez eu 0,149. Par contre, si votre chambre froide est limitrophe d'une circulation donnant sur l'extérieur, là, vous aurez une face externe ventilée, type passage ouvert, local ouvert. Donc ça, effectivement, c'est en fait des coefficients HE qui vont changer. Donc 0,151, c'est le coefficient que je vais reprendre. Non, 0,149, excusez-moi, c'est le coefficient que je vais reprendre, puisqu'en fait, je suis limitrophe avec un local fermé. Voilà, donc je vais mettre 0,549. Voilà. Et ici, température extérieure, je suis à plus 30 degrés. Pour le plafond, j'ai une surface de 14,4. Un coefficient U. Alors, là, normalement, il va être un petit peu différent, puisque le niveau du... Alors, 150 mm, toujours pareil. 0,023. Je vais le faire calculer. Et vous voyez qu'il est légèrement différent, puisqu'en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai un flux de plafond, donc flux vers le bas, puisqu'en fait, j'ai le plafond, puisqu'en fait, on va toujours du chaud vers le froid. Et en fait, donc le plafond est plus haut, et le plafond, excusez-moi, est au-dessus. Donc du coup, le flux va aller vers le bas. Alors, soit effectivement, j'ai un comble, enfin un faux plafond, oui, un comble qui est ventilé, donc j'aurai 151, soit il n'est pas ventilé, j'aurai 0,148. Donc du coup, je vais rentrer 0,148. Vous verrez que l'auteur, dans sa vidéo, n'est pas tout à fait la même valeur, mais ça ne change pas grand-chose. Enfin, le sol, c'est une chambre. Alors, on nous dit le sol, c'est une chambre froide posée sur un dallage béton de 20 cm, lui-même reposant sur un isolant en mousse polyuréthane haute densité de 140 mm d'épaisseur. Voilà. Le coefficient de conductivité de l'isolant, il est de 0,014. Alors, pourquoi c'est pas 0,023, je n'en sais rien. Et un coefficient de conductivité du béton de 1,3 watts par mètre degré. La température du sol, elle est de plus 12. Et voilà. Et tu vas prendre un HI 0,06 ou HI 16,6. Ça, c'est pour information. Nous, en fait, on va prendre une valeur de HE et HI. On va l'avoir dans la configuration. Et ça va être ici, le coefficient d'échange. Voilà. Donc, vous voyez que alors, en HI, on a toujours on se place toujours en convection forcée, puisqu'en fait, on utilise les évaporateurs dans la chambre froide. Par contre, en HE, on voit que le coefficient d'échange surfacique est différent, suivant qu'on est en convection naturelle ou forcée. C'est-à-dire qu'en fait, si votre surface donne sur, elle est ventilée ou pas peu ventilée, donc effectivement, lorsqu'elle est effectivement fortement ventilée, ben, effectivement, on a un coefficient d'échange qui est quand même beaucoup plus important. Voilà. Donc du coup, effectivement, vous pouvez être amené à pouvoir changer ces valeurs-là si vous le souhaitez. Bon. Donc là, alors donc on a une surface, bah pareil, même par surface que le plafond, donc 14,4. 14,4. Un coefficient U bah, que je vais calculer, puisqu'en fait là je vais avoir, et là ça va être intéressant, puisque du coup je vais avoir deux couches à renseigner. Alors la première couche qui va être, alors elles peuvent être calculées dans les deux sens, enfin on peut rentrer d'abord le béton puis après l'isolant, ou d'abord l'isolant et après le béton, ça n'a strictement aucune importance. Donc du coup je vais dire une dalle de béton, donc c'est bien 20 cm, ça me fait 200 mm.
avec un coefficient de 1,3. Donc c'est une conductivité thermique de 1,3. Et la deuxième couche, donc qui va être l'isolant lui-même, donc il fait une épaisseur de 140 mm avec un lambda de 0,014. Voilà. Donc si je veux revenir en arrière, j'ai bien le béton avec 1,3 de coefficient de conductivité et j'ai bien l'isolant de 50 mm d'épaisseur avec un coefficient de lambda de 0,014. Et avant de faire ça, je me suis trompé parce qu'en fait ici il faut préciser que c'est un dallage. Pourquoi? Parce qu'en fait là ce que je calculais précisément c'était un plancher sur vide sanitaire. Si vous faites une chambre froide sur dallage, vous n'aurez pas le coefficient HE. Donc du coup, il viendra en moins du calcul du U. Donc du coup, je recommence. Et là, du coup, vous allez voir, nombre de couches. Donc je reviens à 2. Épaisseur 140 mm. Lambda 0,014. Couche numéro 2. Le béton 200 avec un coefficient de 1,3. Voilà. Donc je vérifie, 250 0,14, ça correspond bien, et 200 1,3, et je le fais calculer. Voilà. Flux vers le haut, donc c'est logique, puisqu'effectivement j'ai le sol qui est plus chaud que ma chambre froide, et vous voyez que j'ai qu'un seul U, puisqu'en fait ma phase cristal n'est pas ventilée, puisque je suis propose directement sur le sol. Donc là j'ai un coefficient U de 0,098. Sinon vous auriez eu deux valeurs avec une face externe ventilée, une face externe non ventilée. Voilà. Là, comme c'est un dallage, la face externe est non ventilée. Donc 0,098. 0,098 et ma température extérieure qui est donc de 12. Voilà. Alors, après, troisième onglet. Donc, apport thermique toute chambre. Alors, là, soit je calcule, je vais calculer donc plusieurs items. Ventilateur déporteur, personnel, éclairage, machine, ouverture de porte. Si je veux avoir des renseignements supplémentaires, à côté, j'ai ce petit icône, ce petit bouton avec ce point d'interrogation, et en fait, quand je clique dessus, il m'affiche une aide. Une aide contextuelle, vous voyez, voilà, c'était sur le ventilateur, et il m'affiche l'aide sur le ventilateur. Et il me dit, voilà, calcul, soit par ratio, 30 watts par mètre carré en instantané, qu'il faut multiplier par le nombre d'heures de fonctionnement du compresseur et par 3600, etc. Voilà, donc ça vous intéresse pas. Donc, soit suivant le matériel installé, en prenant pour base 1 watt installé et 1 watt de chaleur dégagée. Voilà comment il calcule. Voilà. Bon. Moi, dans mon cas de figure, je regarde un petit peu ce qui a été fait. Alors, éclairage, personnel, prévoir les ventilateurs sur la base du ratio de 30 watts par mètre carré. Voilà, donc du coup, je vais calculer sur la base du ratio, 30 watts. Le personnel, en fait, j'ai 3 personnes pendant 4 heures pour une valeur de 407 watts chacune. Donc du coup, alors, je vais regarder un petit peu, parce que j'ai un tableau, et effectivement, à moins 20, vous voyez, moins 25, on est à 420 watts. Bon, lui a pris une valeur, en fait, un peu moindre de 407 watts. Donc du coup, j'ai dit, donc j'ai bien 2 personnes, avec un temps par personne de 4 heures et une puissance unitaire de 407 watts. Voilà. Donc ça, vous avez des tableaux qui peuvent vous donner. L'éclairage, alors en fait, il a mis en place dans sa chambre froide des luminaires type TL 2 x 30 watts chacun pendant 8 heures. Voilà. Donc là, ce ne sera pas un calcul suivant un ratio, ce sera un calcul suivant le nombre de luminaires. Donc en fait, j'ai bien 10 luminaires, chacun me fait 72 watts, puisque c'est des TL 2 x 36 watts, donc 72 watts, et temps de fonctionnement, 8 heures. Machine, j'en ai aucune, donc du coup ça reste à 0. Et par contre, l'ouverture des portes. Alors là, dernier élément, donc là c'est calcul suivant fréquence ouverture de porte, soit je suis en fréquence faible, fréquence normale, ou fréquence forte. Donc pour ça, l'ouverture des portes, l'auteur lui propose l'équivalent de 15% de total déperdition, soit fréquence d'ouverture de porte, soit fréquence normale. Alors ça, si je veux le voir, je reviens dans le fichier configuration,
Voilà, données générales pour le calcul frigorifique, et vous voyez que les valeurs de fréquence ouverture de porte, c'est fréquence faible 10%, fréquence normale 15% et fréquence haute 20%. Donc ça, en fait, c'est 20% des déperditions des parois. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce que ça signifie. Voilà. Donc c'est vous qui, en fonction un petit peu du nombre de fois où les gens se rendent à la chambre froide, déciderez effectivement de la fréquence, du mode de fréquence d'ouverture. Voilà. Import thermique à chambre froide négative. Donc là, je reviens excusez-moi en arrière. Donc du coup, voilà, donc là, on a bien renseigné tout notre tout l'onglet numéro 3. On passe à l'onglet numéro 4. L'onglet numéro 4, donc on a à renseigner les résistances de dégivrage des évaporateurs, l'apport par le condensat chauffant de porte, l'apport par le bain chauffant du clapet isopression et l'apport par le cordon chauffant des tuyauteries d'évacuation pour les évaporateurs. Alors pour cela, voilà ce qui... Donc effectivement, ça c'est vraiment les caractéristiques qui sont propres à la chambre froide négative. Alors la résistance de dégivrage 4 kW pendant les 3 périodes de 1 heure chacune. Ce chiffre sera modifié une fois que l'évaporateur aura été choisi et le calcul devra être refait afin de vérifier que le compresseur et l'évaporateur satisfont toujours le bilan de déperdition. Donc puissance totale, donc du coup en fait c'est bien 4 kW. Alors 4000 du coup. Attention, je suis en watts. Temps de fonctionnement, et donc du coup j'ai dit 3 périodes de 1 heure chacune, donc du coup ça va faire 3 heures. Alors, pendant 3 heures, je vais avoir les résistances de dégivrage qui vont fonctionner. Apport thermique par le cordon chauffant de porte. Alors le cordon chauffant de porte, 30 watts par mètre linéaire d'encadrement, porte de 1,20 m par 2 m, ouvrant vers l'extérieur. Donc 30 watts par mètre linéaire d'encadrement. Donc ce qui veut dire que ça va me conduire bon, j'ai une porte de 1,20 m par 2 m, donc ça fait 440, 440, 440 par 30 watts, ça fait 120 watts, on va mettre 150 watts. Total, 150 watts. Et temps de fonctionnement, là par contre ça va être 24 heures, puisqu'en fait la résistance chauffante fonctionne en permanence. L'apport par le ruban chauffant du clapet isopression, donc la puissance du ruban chauffant. Alors, apport par le ruban chauffant avec la isopression, le calcul du nombre de soupapes, effectivement, pour assurer l'isopression entre la chambre froide et l'air extérieur. Par formule de Fermont, donc c'est un fabricant, donne en fait 0,31, soit une soupape, modèle 2220, soit 8 watts en continu. Donc du coup, je vais avoir 8 watts et qui vont fonctionner pendant 24 heures. Enfin, dernier point, l'apport par les cordons chauffants des tuyauteries. Donc, du coup, le temps de fonctionnement, ben, ça va être le temps de fonctionnement de résistance de dégivrage, donc ça va être 3 heures. Voilà, comme là. Et après, la puissance des cordons chauffants. Donc, les cordons chauffants, c'est 10 watts mètre linéaire sur une longueur de tuyauterie de 6 mètres. Voilà, pour une période, 3 périodes de 1 heure chacune, c'est ce que je vous avais dit. Donc, du coup, 10 watts mètre linéaire par 6 mètres de tuyauterie, ça va faire 60 watts. Voilà. Et là, donc, j'ai renseigné tous mes apports thermiques sur la chambre froide négative. Enfin, dernier onglet, les produits stockés. Donc, j'ai qu'un seul produit à renseigner, puisque c'est les épinards. Donc, du coup, je vais les renseigner. Épinards. Voilà. La température d'entrée. Alors, la température d'entrée. Donc, alors, mes températures d'entrée, c'est à 2 degrés. Donc, c'est plus 2. Alors, vous pouvez mettre plus 2 ou 2, comme vous voulez. Température de congélation des épinards, c'est moins 0,9. En fait, ici, température de congélation des épinards, c'est moins 0,9. Voilà. La chaleur massique avant congélation, donc effectivement, et du coup, ça va être entre donc plus 2 et moins 0,9. Donc, chaleur massique avant congélation, c'est 3,94. Donc, 3,94. Alors, faites attention, c'est bien des kilojoules par kilo par degré d'écart. Mais c'est bien précisé, les unités sont bien précisées ici. Chaleur massique après congélation, c'est 2,01 kJ par kilo, donc 2
156.01. Et enfin, dernière donnée à rentrer pour les épinards, la chaleur latente de congélation qui sont de 310.06. 310.06, voilà, kJ par kilo. Et enfin, la quantité moyenne de produits introduits par jour dans la chambre froide. Donc, on peut faire soit 1 litre, soit 1 mètre cube, soit 1 kg. Donc, si c'est 1 kg, c'est direct. Par contre, si c'est dans les autres unités, on aura obligatoirement nécessité de rentrer la densité du produit. Voilà. Alors, dans mon cas de figure, rotation journalière, 20% par jour, soit 20% de 24, on a donc un volume d'épinards qui va rentrer par jour de 6,912 m3. Donc du coup, je vais mettre 1 m3. Là, je vais mettre 6,912. Donc 6 m3 912. Et j'ai une masse volumique des épinards de 126,8 kg par mètre cube. Donc du coup, 126,8 kg par mètre cube. Voilà. Et donc là, j'ai renseigné tous mes onglets. Donc caractéristiques générales, les parois, l'apport thermique toute chambre, l'apport thermique sur la chambre froide négative et les produits stockés. Et là, je n'ai plus qu'à lancer le calcul. Voilà. Donc, vous avez ici, hop là, excusez-moi. Donc, vous pouvez agrandir un petit peu. Voilà. Donc, vous avez ici le bilan frigorifique d'une chambre froide. Donc, avec le rappel des hypothèses. Alors, c'est pas complet, mais ça rappelle quand même un certain nombre d'hypothèses. Le calcul des déperditions par les parois pour 24 heures, l'apport thermique pour 24 heures. Et enfin, le bilan. Et en fait, on voit qu'effectivement, il va nous falloir un groupe de condensation de 8,451 kW. Alors, on avait bien ça. Voilà, en fait, vous avez un résultat ici. Hop là. Là, voilà. Donc, effectivement, puissance du compresseur. Donc, effectivement, hop, ici, la note de calcul nous donne puissance du groupe de condensation 8,451 et puissance d'évaporateur, on est entre 8,74 et 9,297. Voilà. Alors, en fait, il faut regarder, j'avais trouvé moi 9,080, enfin, lui il avait trouvé 9,080, moi j'avais trouvé 9,112. Il y a peut-être encore quelque chose qui a été un petit modifié, bon, je vous laisse regarder. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment on peut se calculer, comment s'utilise le logiciel. Voilà, je vous remercie pour avoir visualisé cette vidéo et l'utilisation de ce programme. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.